à tous. Il est donc 18h15 en France. On est ravis de vous accueillir pour cette heure d'échange sur l'impact investing, cet affreux anglicisme, mais je ne sais pas si Stéphanie aura un correspondant français à ce mot qu'on utilise à loisir, mais dont on ne sait pas forcément bien ce qu'il comporte. On va donc échanger sur son impact sur les causes et sur le financement des causes ces dernières années et ces derniers mois. Donc j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie de Beaumont. Stéphanie dirige la communication et le développement du cabinet Fitrust. Est-ce que tu peux en 2 minutes nous résumer ce que vous faites et quel est le positionnement justement? Alors, Fitrust, en fait, est une société de gestion. Attends, je suis en écho. Je vais baisser mon son là. Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Micro, vas-y. Voilà, c'est ça en fait. En fait, Fitrust, c'est une société de gestion, donc société d'investissement financière, qui a 2 pôles. Un pôle initial qui a été créé en 2003, qui fait de l'engagement actionnarial, c'est-à-dire qu'en fait, on est investi dans les titres des entreprises du CAC 40 et on fait de l'engagement actionnarial, c'est-à-dire que chaque année, on a des sujets qu'on pousse auprès des grands patrons du CAC 40, notamment sur les enjeux environnementaux et sociaux, mais qui passent souvent par des problématiques de gouvernance. Donc chaque année, on va à la fleur au fusil sur certains sujets, notamment de gouvernance environnementaux, et on est une des seules sociétés de gestion indépendantes à avoir déposé plus de 45 résolutions, donc à essayer de faire bouger les choses au niveau des grandes entreprises. Et parallèlement, comme Olivier Deguerre a eu cette intuition assez tôt, dès 2006, il a créé avec au départ quelques amis une société d'investissement pour investir dans ces entrepreneurs un peu étranges qui voulaient utiliser l'entreprise pour solutionner des problématiques sociales et environnementales. On les a appelés les entrepreneurs sociaux. Donc, il a créé une première société d'investissement en 2006, une deuxième en 2016, avec une intuition au démarrage où tout le monde l'a pris un peu pour un gentil rêveur, de dire que ces modèles, à un moment donné, vont devoir converger. C'est-à-dire que les grandes entreprises vont devoir prendre en compte leurs impacts environnementaux et sociaux. Les entrepreneurs sociaux ont le culot et l'intelligence de vouloir solutionner des problématiques plus simplement à travers le prisme du don seul et de l'association seule, mais en passant par le modèle entrepreneurial, et qu'à un moment donné, ces 2 mondes allaient devoir se rencontrer pour travailler ensemble. Aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait une grande émulsion, enfin, comment dirais-je, une grande engouement en tout cas pour ces idées, que l'on regroupe effectivement sous le terme de l'impact investing, et qui se retrouve dans tous les mouvements qui poussent un peu les entreprises à prendre en compte ces items, que ce soit les labels B Corp venus des États-Unis, que ce soit avec la loi Pacte, la volonté de donner des missions aux entreprises, donc on parle des entreprises à mission, et parallèlement, le monde financier a dû aussi évoluer, et des fonds solidaires, petit à petit, on est passé au fonds à impact, et les bien dits impact investing, qui ne sont ni plus ni moins que des investissements qui recherchent un rendement financier et un impact environnemental et social. Après, on peut mettre beaucoup de choses sous ce terme-là, tout dépend de l'intentionnalité de départ et de ce qu'on appelle l'impact. Le motto de Fitrust, c'est agir en investisseur responsable. C'est investir pour agir. Et je crois que vous venez de recevoir un prix oui, on de business et gouvernance responsable, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
C'est un prix qu'on a reçu hier et j'avoue on est très content. C'est le premier prix que reçoit Fitrust depuis ses 15 ans d'histoire. Donc finalement, tout arrive et ces mouvements finalement commencent à prendre. C'est un prix qui a été remis par l'Institut du capitalisme responsable sous l'égide du ministère des Finances et de l'Économie, donc ce qui était quand même assez important pour nous. C'est un prix qui a été pour la première fois, qui jusqu'à présent était décerné aux grandes entreprises et notamment qui permettait de mettre en lumière celles pour lesquelles les sujets de responsabilité sociale et environnementale n'étaient pas qu'un simple sujet de reporting, mais qui avaient intégré ces dimensions à leur modèle d'affaires courant. Donc qui petit à petit était passé au-delà du simple devoir de reporting. Et pour la première fois, l'Institut du capitalisme responsable a décidé de décerner un prix à des investisseurs en disant finalement les entreprises, c'est très bien, mais quel est le rôle que jouent ceux qui les accompagnent pour financer leur développement. Et donc, on a reçu ce prix hier qui met en lumière qu'on dépasse nos simples rôles de placeurs d'argent et qu'on est un véritable investisseur et actionnaire engagé auprès des entreprises, que ce soit des grandes entreprises et des entreprises sociales. Donc c'était le premier prix qui couvrait nos deux pôles d'activité et ce qui était quand même un signe assez fort que peut donner le marché sur ces sujets-là. On voit que le secteur bouge, ça paraît assez clair. C'est comme tu le disais, des signaux qui sont quand même assez forts de changement de perception. Vous êtes à un poste d'observation qui est quand même, et depuis longtemps, comme tu le disais, puisque vous avez été précurseur sur le domaine, donc depuis longtemps, qu'est-ce que tu observes ces derniers mois, ces dernières années d'évolution dans la manière dont les entreprises gèrent justement ces actions de responsabilité sociale? Il y a deux, il y a deux ou trois grands points. L'évolution, j'ai un écho. J'ai un écho assez fort. Ouais, voilà. L'évolution, en fait, qu'on observe, elle est double. Elle est à la fois de la part des entreprises et, à la part et consécutivement de la part des investisseurs. En fait. Du côté des entreprises, ce qu'on observe, c'est un développement assez fort de la culture entrepreneuriale du milieu associatif. Et j'adjoins ces deux mots sans aucun complexe. C'est-à-dire qu'en fait, on a de plus en plus peut-être une nouvelle génération d'entrepreneurs associatifs qui passent directement par le modèle entrepreneurial pour créer un projet auquel ils tiennent pour solutionner une problématique sociale. Je parle par exemple d'un modèle dans lequel d'une entreprise dans laquelle on a investi qui s'appelle Allenvie. Allenvie, c'est trois jeunes entrepreneurs, ils ont entre 30 et 35 ans. Ils ont voulu trouver une solution au marché des auxiliaires de vie et des aidants pour les personnes âgées. Leur principe, c'était de dire c'est un métier qui est très très peu valorisé en France et qui dit peu valorisé dit plutôt difficilement exercé. Et le soin aux personnes âgées, le soin aux personnes qui ont besoin de ces services est assez essentiel si on y pense quand même en tant que soin à la personne. Donc ils ont apporté un modèle d'Europe du Nord, le modèle de Podzorg, un modèle assez différent en termes d'autonomisation des auxiliaires de vie, de leur gestion de travail, de la chaîne de valeur qui leur permet d'avoir des salaires un peu plus décents. Et ils sont passés directement, au lieu de créer une association, ce qu'ils auraient pu faire, ils ont créé ce qu'on appelle une ESUS, une entreprise sociale, une entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, ils ont fait appel après à des capitaux privés pour développer cette entreprise. Donc, c'est un exemple, mais ce que je veux dire, c'est qu'on observe une montée en puissance du modèle entrepreneurial dans les causes sociétales. Par ailleurs, on observe donc en parallèle une diversification des sources de financement qui vont avec, c'est-à-dire qu'entre le don et l'investissement, j'allais dire pour le rendement, il y a un nouvel espace qui s'est créé,
qui est un investissement qu'on appelle donc le Social Impact Investing avec des capitaux patients, parce qu'on sait très bien que pour développer ce type de structure, c'est pas 3 à 5 ans, c'est plutôt 10 à 12 ans, avec des rendements financiers bien moindres, on est plutôt de l'ordre de 2 à 3%, et avec surtout un accompagnement en compétences très fort autour pour gérer justement ces problématiques de changement d'échelle, d'essaimage, de gouvernance, d'équipe, etc., etc. Donc ça prend beaucoup plus de long. Donc il y a des nouvelles solutions d'investissement qui sont créées à travers l'épargne salariale, puisqu'il y a ce qu'on appelle les fameux fonds 90-10, où dans la poche des 10%, ils sont fléchés sur les entreprises sociales et solidaires. Les banques ont créé des produits différents, les produits, notamment les fonds de partage, où une partie de la performance ou des commissions de gestion va au monde associatif. Il y a comme nous des fonds d'impact, comme FitTrust, il y a aussi Investir et Plus, Noves, Investisseurs et Partenaires, qui sont clairement des fonds, ce qu'on appelle for impact, et là je vais développer ça un petit peu plus. Et il y a des plateformes qui sont créées de crowdfunding qui sont aussi un très bon outil, comme l'ITA par exemple, dans lequel on est investi, qui donne l'opportunité à des personnes comme vous et moi et des particuliers d'aller financer des projets auxquels ils tiennent, sur des causes auxquelles ils tiennent. Et on est vraiment dans de l'investissement en fonds propres. Donc voilà, cette évolution, elle est c'est-à-dire qu'à la fois, on a une évolution de la part de l'entreprise classique qui est appelée à prendre en compte ses impacts environnementaux et sociaux, et un monde associatif qui va utiliser de plus en plus les techniques de l'entreprise pour accroître leur impact et surtout grandir. Donc on a une espèce d'évolution parallèle, ce qui n'empêche pas à aucun moment des associations ou des fondations auront toujours besoin de faire appel aux dons. Tout ne peut pas devenir un business for profit, même si le profit est très réduit. Mais c'est un continuum finalement de solutions qui se crée entre le don jusqu'à l'investissement et qui multiplie les solutions pour démultiplier un impact. Et d'ailleurs, la philanthropie pure s'en est saisie aussi, puisque, alors là, on parle encore d'un anglicisme et de venture philanthropie, c'est encore un anglicisme supplémentaire. Simplement, derrière ce jargon pas terrible, il y a une logique qui est de dire, finalement, la philanthropie dont on a parlé de manière très classique et très ancienne, de manière assez ancienne, qui consistait à un peu saupoudrer des dons à droite à gauche et puis se dire, bah, je fais le bien, je donne, et voilà. L'argent devenant un peu plus compliqué à lever pour ces structures, on passe à des logiques où on va avoir un accompagnement long des fondations sur 3 à 5 ans et un accompagnement qui va être à la fois financier et à la fois en compétences. Il y a quelques grosses fondations d'entreprises qui maintenant fonctionnent comme ça. Alors elles sont encore peu nombreuses, mais il y en a de plus en plus. Et c'est toujours les mêmes un peu qu'on retrouve. Et ce qu'on espère, c'est qu'il va y avoir d'autres fondations qui vont se créer se transformer ou se créer sur ce modèle-là. Je parle des fondations Schneider, des fondations Vinci, de Danone, qui n'a plus de fondation philanthropique, mais qui est passé à un fonds d'impact. Donc on est dans des logiques, c'est pas une logique de résultat, mais c'est vraiment une logique de volonté d'impact et de volonté de travailler sur un temps long. Donc c'est un peu l'évolution qu'on voit et sur lequel on est on est effectivement à la croisée de tous ces chemins, puisqu'on a un fonds de dotation qui lui est alimenté par les droits d'entrée de nos fonds. Donc là on conseille des associations qui viennent nous voir et plutôt des structures relativement importantes de Simon de Sirène à Espérance Banlieue, en passant par Singa ou TechFujis, qui viennent nous voir parce qu'ils réfléchissent à la manière d'hybrider leur modèle économique en disant comment est-ce que je fais? Est-ce que j'ai la capacité de? Est-ce que ma cause et ma mission peuvent donner lieu à la création d'une activité for profit qui me permette de diversifier mes ressources?
Est-ce que cette diversification possible peut prendre suffisamment d'ampleur, c'est-à-dire être essaimée en région, voire à l'étranger, pour pouvoir intéresser des investisseurs? Et donc ça, c'est la première pierre. La deuxième pierre, c'est qu'on a effectivement des fonds d'impact investing pour celles qui ont passé ce cap-là et qui ont besoin de ces fonds propres pour y arriver. Et on a notre action qu'on mène vis-à-vis des grandes entreprises pour les faire bouger sur ces secteurs-là. Donc on est tout petit, mais on fait pas mal de choses. Comme tu le dis, Stéphanie, actuellement, on voit bien une sorte de rapprochement des modèles qui pendant des années ont été quand même très, très, très séparés. Donc, ce modèle associatif et évidemment le modèle entreprise, le non-profit et le for-profit, qui là sont en train de se retrouver sur un certain nombre de causes sociétales et impact. Le mot impact revient beaucoup. Il revient beaucoup côté entreprise, il revient également beaucoup côté associatif et de plus en plus, même aujourd'hui quand on cherche des dons, moi je ne fais que de la grande philanthropie, quand on va chercher un financement pour des fondations, il y a encore quelques années, les critères d'impact n'étaient pas des critères d'éligibilité. Aujourd'hui, ce sont des critères d'éligibilité. Donc, cette recherche d'impact, elle va également, je pense, rentrer peu à peu dans une culture. On a encore un peu de chemin à faire, mais dans une culture associative. Tu as parlé d'hybridation de modèles. Moi, de mon côté, quand j'accompagne des causes, à la fois, on parle d'hybridation de ressources et d'hybridation de modèles. Donc, est-ce que tu peux juste nous faire un petit cours sur ces deux notions qui sont liées, bien évidemment, mais qui peuvent également vivre, en tout cas l'une, séparément de l'autre? Et ce qu'elles impliquent surtout pour une organisation, pour une association? Oui, tout à fait. En fait, on peut les différencier et on peut dire que c'est la même chose. Mais moi, j'essaie de les différencier dans la mesure où, encore une fois, toute association, toute ONG, toute structure d'intérêt général n'est pas forcément amenée à pouvoir hybrider, ce que j'appelle hybrider son modèle. C'est-à-dire qu'ils ont des modèles, ce sont des structures qui ont des modèles non-profit, type Apprenti d'Auteuil, type les Petits Frères des Pauvres, type voilà, enfin plein de modèles associatifs qui ne pourront pas, parce que leurs causes font que elles sont très dépendantes d'un modèle de subvention et de dons. Hybrider ses ressources, par contre, pour elles, c'est possible. Hybrider ses ressources, ça veut dire je dépends peut-être à 80% de dons classiques, middle et dons, j'allais dire, marketing grand public. Est-ce que je pourrais éventuellement penser à faire de la grande philanthropie? Est-ce que je pourrais aller voir des grands donateurs? Est-ce que je pourrais aller voir une banque et créer un fonds de partage avec eux? Est-ce que je pourrais créer un partenariat avec une entreprise pour, à la limite, tester une nouvelle solution auquel je pense? Est-ce que... pour moi, l'hybridation de ressources, c'est à la limite diversifier ses donateurs. Est-ce que je peux faire d'un prêt de titre associatif? Est-ce que je peux lancer un titre associatif? Est-ce que je suis suffisamment gros en tant qu'association pour avoir une capacité de remboursement d'un emprunt à 1 ou 2% au moment où je pourrais le faire? Voilà. Hybrider ses ressources, c'est ça. Il y a une panoplie possible, depuis le don jusqu'à le titre associatif, jusqu'au fonds de partage. Est-ce que je peux secouer un peu toutes ces sources et puis voir ce que je peux faire? Hybrider un modèle, ça veut dire qu'on va peut-être, comme certains l'ont fait dans nos portefeuilles, partir d'une association, avoir des ambitions fortes de développement et se dire je suis prêt intellectuellement, en termes d'équipe, en termes d'ambition de développement, en termes de souplesse de la structure, à aller créer une filiale qui va être une société anonyme classique et qui va me permettre de faire rentrer des investisseurs privés dans une logique entrepreneuriale. Là, j'hybride mon modèle, voire même
comme l'a fait par exemple Simplon. Je ne sais pas si vous connaissez Simplon. En fait, c'est vraiment le but, c'est d'insérer des personnes très éloignées de l'emploi, donc des chômeurs, des jeunes décrocheurs, par les métiers du code. Simplon, ils ont démarré intuitivement par un modèle entrepreneurial, puis ils sont devenus entrepreneurs sociaux, puis ils ont testé, ils ont voulu créer une association, ça n'a pas du tout marché. Ils ont créé un fonds de dotation pour lever des fonds privés. Donc voilà, après, ce sont des outils. Alors il faut faire attention, bien sûr, il faut bien créer des passerelles parce que il ne faut pas faire un mélange des genres, parce qu'il y a des avantages fiscaux qui ne sont pas les mêmes des deux côtés. Donc éviter le mélange des genres, ça c'est très clair, mais la Cour des comptes est assez regardante là-dessus. Mais très clairement, je pense là, un exemple tout récent, Bibliothèques sans frontières, je ne sais pas si tout le monde connaît autour de nous, qui est une association qui a pour but de donner accès à la culture. Au départ, c'était un constat simple, les migrants dans des camps de migrants restent en moyenne 15 ans. Moi, j'avoue que quand j'ai connu Jérémy Lachal qui a créé Bibliothèques sans frontières, c'est un chiffre qui m'a beaucoup marqué parce que c'est une génération entière qui peut être née et avoir grandi dans des camps de réfugiés. Et en fait, les grandes ONG, vis-à-vis de ces camps, amenaient l'essentiel, c'est-à-dire des vêtements, de la nourriture, des problématiques de santé et d'éducation quand ils pouvaient. Mais des outils pour des échanges culturels, pour recréer une vie d'échange culturel au sein de ces camps de réfugiés n'existaient pas. Donc Bibliothèques sans frontières s'est créée sur cette problématique-là, amener des lieux d'échange, des lieux culturels au sein de ces camps de réfugiés. Ils ont connu un développement absolument incroyable avec des fondations internationales qui les ont soutenus. Et Jérémy, fort de et toute son équipe, fort de cette très grande réussite et de cette vraiment impact assez fort qu'ils ont vu avec plusieurs études qu'ils ont fait sur leur impact pour, non pas le quantifier, mais pour prouver que ça avait vraiment un effet sur les populations qui étaient visées, a décidé d'aller encore plus loin et a décidé en août de créer une société, une entreprise qui s'appelle Cajou, et pour lequel, là, il va faire une activité fort profit et il cherche des investisseurs, il est venu nous voir d'ailleurs, pour diffuser ses contenus sur des solutions de mobile, parce que par exemple dans les pays africains, il y a un très fort équipement de mobile, mais il n'y a pas souvent les réseaux, les connexions Internet qu'il faut. Donc créer des cartes avec le contenu qui serait vendu directement par les opérateurs pour diffuser ce contenu si essentiel à des populations qui ne sont pas connectées mais qui ont l'outil. Donc voilà, c'est plus une question à la limite d'ouverture, de discussion, d'opportunité et d'envie de faire. Et à ce moment-là, on rencontre effectivement des financeurs qui ne sont pas les mêmes que ceux auxquels on avait affaire en tant qu'association. Éclairant, quand on a préparé cet échange, tu m'as parlé d'un autre cas que vous avez suivi, c'est la VARAP, que je trouve assez intéressant justement en montée en puissance finalement d'une organisation qui certes n'était petite au départ, mais qui avait un projet de développement et un projet d'essaimage qui était fort. Et tu peux nous en dire deux mots ou c'est pas... Bien sûr, bien sûr. Alors la VARAP, c'est notre exemple phare parce qu'on l'aime beaucoup et ça fait très longtemps qu'on les accompagne. En fait, la VARAP, au départ, c'est une petite association qui a été créée en 1992 à Aubagne, donc dans une région sud-est de la France avec des problématiques de chômage et d'insertion assez fortes. Donc petite association créée par le maire d'Aubagne avec 3 personnes, voilà. Et puis il y a un jeune ancien dirigeant, on va dire, qui était de cette région-là, qui a décidé de prendre en main cette association et qui avait une ambition féroce en disant il faut aller plus loin, ça suffit pas.
Et donc, on les a rencontrés en 2008, enfin même en 2006, on a investi en 2008. On a réfléchi avec eux et l'idée a été de transformer finalement l'association Lavarap en une sorte de holding pouvant être actionnaire d'entreprises d'insertion. Donc ça a commencé comme ça. Donc il y a eu une première entreprise d'insertion, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et donc on a investi dans Lavarap en 2008. On a réinvesti en 2015 et là il y a d'autres actionnaires qui sont venus, et notamment France Active, BNP Paribas, Amundi et Inco. Donc là on commence à avoir des gros investisseurs qui arrivent parce qu'ils croient au projet, parce que les tensions sur les chiffres de l'insertion sont absolument énormes. Donc on a réinvesti en 2015 et on a encore réinvesti l'année dernière. Alors que, et à chaque fois, la décision d'investissement, elle n'est pas de notre petite équipe de gestion. Tous nos propres actionnaires à nous font partie du comité d'investissement. Donc c'est une décision collégiale de dire Laurent Laïc et Lavarap, il y a encore beaucoup de choses à faire, donc on continue à les soutenir. Aujourd'hui, Lavarap, c'est plus de 40 millions de chiffre d'affaires, c'est à peu près 1 million de résultats nets. C'est plus de 1000 personnes insérées quasiment chaque année, avec des diversifications dans les secteurs, depuis l'environnement jusqu'à la santé. Et c'est une volonté très forte parce qu'ils ont commencé à consolider un pôle autour d'eux en rachetant une entreprise qui faisait la même chose qu'eux en Bourgogne, parce qu'il faut savoir que tout le secteur de l'insertion par l'activité économique est très très morcelé en France, donc il y a vraiment des progrès à faire, d'autant plus qu'avant la crise, le gouvernement, à l'époque Muriel Pénicaud, avait déclaré des ambitions très fortes puisqu'il voulait doubler les effectifs dans les entreprises d'insertion, c'est-à-dire passer de 140 à 200 et quelques mille personnes. Et je ne préfère même pas dire les ambitions aujourd'hui, pendant la crise, compte tenu des chiffres qui sont sortis hier de la Fondation Abbé Pierre, avec une recrudescence assez forte du chômage. Donc très clairement, il va falloir mettre un coup d'accélération sur ces entreprises. Et voilà comment d'une simple association, on peut démultiplier son impact en faisant le pas et en trouvant surtout les investisseurs aussi qui vous donnent le temps de le faire. C'est-à-dire que Fitrust aurait pu vendre à chaque fois sa participation. On ne l'a pas fait parce qu'on croyait en l'équipe et ça fait donc 2008, vous calculez, ça fait plus de 12 ans qu'on y croit et voilà. Des associations voilà, pour pouvoir rentrer dans des modèles qui font, dont tu parles. Quels seraient les critères pour toi, ou quels sont les critères? C'est même pas du conditionnel puisque vous les passez au crible tous les jours. Donc, quels sont les critères pour les gens qui nous écoutent, qui sont des associations, des organisations non-profit? Quels sont les critères pour pouvoir imaginer, penser? Est-ce qu'il y en a déjà et quels sont-ils? Oui, enfin, il y en a, mais ils sont assez intuitifs. Et c'est vrai qu'il y a différents stades après de développement. C'est vrai que Fitrust est très positionné, on est positionné à partir du moment où on voit des associations qui veulent changer d'échelle. C'est-à-dire qu'après, il y a d'autres fonds qui vont s'occuper d'amorçage, depuis l'idée jusqu'à l'envie de développer, etc. Et je pense à des incubateurs comme Make Sense qui font ça très très bien. Nous, c'est vrai qu'on a, avec l'expérience, parce qu'on a appris en marchant, hein, ce que tu disais, Anne-Christine, au départ, l'impact investing, c'était pas un truc complètement évident, et encore moins il y a 15 ans. L'idée, c'est s'il faut des associations qui ont déjà quelques années d'existence, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est plutôt 2-3 ans d'existence, qui ont une envie. Je crois que l'envie d'hybrider ce modèle et de rentrer dans une logique avec une filiale à gérer for profit est absolument essentielle. S'il n'y a pas d'envie d'étudier ça, il ne faut pas y aller. Il faut avoir les équipes.
le modèle de gouvernance associatif versus le modèle de gouvernance d'une entreprise est assez différent. L'affect est différent, l'engagement est différent, même si on parle d'entreprise sociale. Donc, il faut avoir des équipes. Donc, ça veut dire que, non pas, ça ne veut pas dire qu'il faut changer ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'il faut organiser une gouvernance un peu différemment. Ça veut dire aussi de savoir quelle ambition d'impact on peut porter pour pouvoir intéresser des investisseurs. Parce que des investisseurs qui sont sur ce secteur-là, ce que j'appelle du social impact investing, vraiment de l'impact social, vont certes accepter des rendements assez faibles, il faut être très clair par rapport à des investisseurs classiques, mais la contrepartie, c'est qu'ils auront des attentes fortes en termes d'impact. Donc ça veut dire qu'il faut être accepté, non pas tous les 3 mois comme les entreprises cotées en bourse, mais au moins tous les ans, sur des critères sur lesquels on se met d'accord au départ. Hein. On ne sort pas le catalogue des 10 000 critères parce que c'est assez ingérable. Nous, on sort 10, 15 maximum et encore, et on se met d'accord au départ et c'est évolutif. Mais il faut accepter chaque année de jouer le jeu. Ça veut dire que des associations qui sont déjà rentrées dans cette démarche sont plus à même de pouvoir passer à cette étape-là. Et il y a de plus en plus d'associations, je crois, Anne-Christine, tu le sais, et les équipes autour le savent, que sur du don, on entre aussi dans cette logique un peu là d'un devoir de preuve, finalement, qui est assez finalement normal, de l'efficacité de l'argent qui est reçu. Donc c'est un peu la même logique, si ce n'est que c'est, j'allais dire, un peu plus systématique et professionnalisé, parce qu'on rentre dans une logique où nous-mêmes on a des actionnaires derrière nous qui nous demandent des comptes. On parlait, c'est exactement ce que tu dis. Ce matin, on parlait avec Corinne sur comment passer justement cette période de crise et comment faire pour les associations pour tenir bon. De l'importance des plans stratégiques, des case for support et donc des mesures d'impact de manière à réassurer et à conforter le donateur dans le choix qu'il fait d'investir, parce que c'est une forme d'investissement le don, même s'il n'est pas, de retour monétaire, d'investir dans une cause plutôt que dans une autre et dans une organisation même plutôt que dans une autre. Je crois qu'on retrouve là les mêmes critères dans les modèles dont tu parles d'hybridation, où effectivement, ce que tu dis, sans projet solide, alors sans envie bien sûr, mais sans projet derrière solide, sans conscience de l'importance de l'impact, et derrière sans équipe, mais après les équipes on les trouve aussi quand on a suffisamment d'argent pour renforcer. En tout cas, ces 3 premiers critères, c'est-à-dire l'envie, d'avoir envie bien sûr, la stratégie posée sur cette envie et l'impact mesurable de cette stratégie je crois, on en a pas mal parlé, mais c'est vraiment les 3 piliers de toute façon pour du don également, mais pour de l'investissement et des modifications de modèles, voire même des modifications d'hybridation de ressources. Ces 3 critères-là seront des critères absolument indispensables pour que les choses puissent prendre forme et puissent passer du souhait à la réalisation. On est en train, tu as évoqué la crise du Covid, on sort d'un confinement, on n'est pas complètement sorti de cette crise, loin s'en faut. On n'en mesure pas du tout encore tous les retentissements, évidemment, mais est-ce que vous, au sein de FitTrust, vous avez vu une évolution aussi bien de l'engagement des entreprises que des demandes des organisations sans but lucratif ces derniers mois? C'est quoi en gros, quelle est la tendance? Écoute, par rapport à la crise qu'on traverse, qui est quand même assez, qui a été assez imprévisible et qui est assez inédite dans les conséquences qu'elle a. Oui, on a vu quelques évolutions. Là aussi, on a fait comme les autres. Personne ne s'y attendait, personne n'était préparé. Entre le mois de mars et le mois de juin, on a passé quasiment
3-4 mois à être quotidiennement avec les équipes des entreprises qu'on avait en portefeuille pour les mettre au courant de toutes les solutions qui étaient débloquées d'abord par le gouvernement et toutes qui étaient à leur disposition, faire des visios et des réunions avec des juristes pour savoir quelles étaient les mesures qui devaient être prises. Donc il y a eu un moment de panique, d'ajustement. Beaucoup de nos investisseurs se sont dit oulala, il va y avoir de la casse, surtout dans ce milieu entre guillemets de l'entreprise sociale qui leur paraît plus fragile que d'autres. Et on a eu nous-mêmes, je dois dire, un constat qui nous a beaucoup conforté et renforcé dans nos convictions, c'est que ces entreprises-là étaient très très résilientes. Très résilientes parce qu'elles raisonnaient sur un temps long, que bien sûr elles ont été prises dans un maelstrom assez fort, mais que, elles avaient un engagement de leurs équipes assez phénoménal, deux, que les financeurs qu'elles avaient réunis à leur tour de table n'étaient pas là pour sortir au moindre problème, donc étaient là. 3, elles ont été très souples, elles ont fait preuve d'une souplesse incroyable pour peut-être réviser des modèles. Je pense aux alchimistes dans lesquels on a investi, qui est une entreprise qui va collectait. Le modèle des alchimistes, c'était je collecte auprès des restaurants et des cantines, tout ce qui est déchets bio, pour le transformer en périphérie des villes par un système de compostage d'unités industrielles très réduites qui permet de le faire en périphérie des villes et non pas d'amener à 600 km dans des camions, ce qui n'a aucun sens parce qu'on pollue autant que ce qu'on va faire derrière. Donc voilà, enfin bref. Et donc, ils se sont retrouvés, les restaurants étaient fermés, donc le modèle était quand même assez compliqué. Donc voilà, ils ont retravaillé, ils ont appelé et du coup ils ont décroché des contrats avec Franprix, donc ils ont fait preuve d'une souplesse très forte parce qu'ils croyaient à leur marché, ils ont juste adapté un peu les clients et leur débouché. Donc ce qu'on voit, c'est une très forte résilience, très clairement. Ce qui nous fait un peu peur, mais comme je crois à tout le monde, ça va être l'augmentation des besoins dont on risque de devoir faire face dans les mois qui viennent, notamment sur les sujets de l'insertion par l'activité économique, très clairement, notamment sur tout ce qu'on a vu autour de la fracture numérique et de décrochage scolaire des jeunes, les chiffres là-dessus sont encore assez éloquents, et toute l'importance des freins qu'il y a autour de l'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire l'accès à un habitat décent, l'accès à la santé et l'accès à la formation. Donc très clairement, ce sont pour nous des sujets sur lesquels on va certainement mettre un coup d'accélérateur si on le peut. On a des projets de levée d'un nouveau fonds sur ces thèmes-là parce qu'on a été effectivement assez sollicité. Alors on a nous-mêmes une capacité d'investissement qui est limitée et puis surtout on a nos propres entreprises en portefeuille dont on sait qu'elles vont devoir être refinancées. Mais voilà, oui, sur ces sujets-là. À côté de ça, ce qu'on voit et ce qui nous fait assez plaisir, c'est qu'on a l'air de sortir un peu de ce qu'on appelait l'école de Chicago des économistes, c'est-à-dire d'un côté je gagne de l'argent et de l'autre côté je donne, mais mes deux cerveaux sont séparés. Et là, on commence à voir que ce cerveau commence un peu à être un peu plus poreux et que en étant une entreprise, on peut aussi avoir avec le modèle associatif ou les entreprises sociales des relations de partenariat parce que on veut, le but c'est pas le statut, c'est pas je suis une association, je suis une fondation, je suis une entreprise et chacun reste dans son silo. Le but c'est le bénéficiaire final et on est prêt à travailler ensemble. Et c'est comme ça que
Par exemple, on est actionnaire dans la laiterie du Berger qui travaille au Sénégal. Danone est partenaire de la laiterie du Berger. Lavarab, dont on parlait tout à l'heure, Vinci, le groupe Vinci, travaille avec Lavarab. Donc voilà, on commence à voir que, heureusement, le décloisonnement commence un peu à fonctionner. Alors, il y a encore beaucoup de boulot, encore une fois. C'est aussi une approche un peu différente. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans à Apprenti d'Auteuil et c'est vrai que la culture est différente, mais on sent que des passerelles commencent à se créer et plus il y a de passerelles, plus on pense qu'on pourra être efficace. On confirme là une tendance qu'affirmait également Ludwig Forest, qu'on avait en échange. Donc Ludwig, pour ceux qui n'étaient pas à cette conférence, s'occupe de la philanthropie internationale à la Fondation Roi-Baudouin. Et c'était d'ailleurs confirmé par Marie Kayat qui s'occupe également du TGE, donc Transnational Giving Europe, à la Fondation de France, et qui était en ligne avec nous. De cette tendance qui a fait, enfin je crois qu'il y a eu une vraie peur aussi des organisations, des associations, que les entreprises s'investissent moins parce que économiquement elles allaient avoir à faire face à des problèmes et donc que leur investissement social risquait de diminuer. Ludwig, pour l'instant, confirmait qu'effectivement ça n'était pas du tout la tendance. Tu la confirmes toi aussi, et honnêtement, moi, dans les exemples que je peux avoir de mes organisations que j'accompagne, les partenariats d'entreprise, les modèles d'association, alors là au sens je m'associe avec, hein, de liens entre entreprises et organisations sans but lucratif ne semble pas diminuer. Alors évidemment, il y a des bémols. Les secteurs qui ont été les plus touchés vont probablement diminuer. Mais ce que disait Ludwig, c'est que cette vague de fonds qui a démarré il y a une dizaine d'années et qui va en s'amplifiant ne s'arrêtera pas avec le Covid. Donc il faut en gros continuer cet effort de partenariat et ne pas s'arrêter parce que l'on pense que l'entreprise risque de dire non. Le non, on l'a toujours acquis. Hein. Donc, en gros, il faut y aller, il faut essayer, parce que vous avez une bonne chance, en fait, que si le dossier est bien monté avec tous les critères dont on parlait tout à l'heure, que le dossier passe, parce qu'en réalité, cette vague de fonds d'entrepreneuriat et de souhaits, de soucis de s'inscrire dans une logique sociale et sociétale ne diminuera pas. Et tu citais Vinci tout à l'heure, nous on les connaît bien également parce qu'on les a accompagnés sur d'autres sujets. C'est une entreprise monstrueuse en taille, en diversification, culturellement, et qui a de BTP, donc a priori pas celles qui sont comme Danone, connues pour être les premières à avoir fait ce type d'approche, non seulement s'y mettent, mais s'y mettent sacrément. Donc il y a une vraie tendance même des plus réticents. Est-ce que tu confirmes ça? Est-ce que tu... Écoute, je la confirme parce que c'est ce qu'on ressent. Maintenant, je ne saurais dire si elle va persister au-delà d'un certain temps. Ça dépend aussi effectivement des perspectives de reprise qu'on va pouvoir avoir. Là où je suis, enfin, je reviens tout à fait, je rejoins tout à fait ce que dit Ludwig, d'autant plus que la Fondation du Roi Baudouin est investie chez nous. Donc on se parle assez souvent. Là, je vais prendre l'autre casquette, mais je vais revenir sur le sujet. Je vais prendre l'autre casquette, partie engagement actionnarial de FITrust. Donc pendant le confinement, entre mars et juin, c'était la saison des assemblées générales de tous les grands groupes, enfin de toutes les entreprises. Et nous, on suit surtout ceux du CAC 40, donc les 40 plus grandes entreprises en France. Et on a envoyé une lettre aux 28 présidents du CAC 40 dont les entreprises nous semblaient encore être en mesure de verser des dividendes par rapport aux résultats qu'elles avaient fait donc l'année précédente, 2019. Évidemment, on a évité des groupes comme Accor et autres, le tourisme, c'est sûr qu'ils étaient dans les... Voilà. Mais en tout cas, pour celles qui étaient en mesure de verser des dividendes, on leur a
suggéré par lettre la création de fonds de dotation avec, au lieu de verser la totalité des dividendes qu'ils avaient prévus, d'en verser une petite partie à un fonds de dotation pour soutenir l'écosystème de leur entreprise, c'est-à-dire évidemment les sous-traitants, mais au-delà, peut-être tous les milieux associatifs qui sont, par exemple, dans des pays où il y a peut-être moins de filets sociaux qu'il n'y a en France, par exemple, ou même en France. Donc, ce que je veux dire, c'est que, là encore, enfin, on voit un peu des deux côtés. Il y a pas mal d'entreprises qui ont fait ça. On a réalisé un bilan d'engagement récemment et on a listé toutes les entreprises qui ont créé ces fonds, qui ont abondé ces fonds. Au départ, effectivement, pour leurs salariés et les familles de leurs salariés qui travaillaient dans des pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'autres pays en Europe dans lesquels le système de chômage n'est pas le même qu'en France, donc qui étaient plus en risque, et qui ont élargi ces fonds, comme l'a fait Edenred par exemple, à l'ensemble de leur écosystème. Donc, je ne pense pas qu'il puisse y avoir des tendances en arrière fortes. La limite, mais ça c'est encore du bon sens, c'est je pense que pour les personnes qui sont dans ces fondations, qui gèrent ces fondations, qui gèrent ces fonds de dotation ou ces actions de mécénat d'entreprise, il faut qu'elles puissent justifier de l'utilité de cet argent. C'est-à-dire, si l'entreprise à côté doit créer un plan social, les personnels qui sont licenciés sont en droit tout à fait de demander, de dire, mais vous donnez à travers votre fondation X milliers d'euros ou X millions d'euros, moi vous me licenciez. Si vous n'êtes pas en mesure de justifier l'utilité de cet argent au niveau de la fondation, pourquoi? Donc, il y aura, à mon avis, la tendance elle y est, mais ça veut dire que parallèlement, il faut aussi entrer dans une logique, non pas de rendre des comptes, mais de démontrer qu'on utilise bien l'argent. À nouveau. Ce sera vraiment le mot de cet échange, je pense. On a commencé par l'impact investing, on va terminer par l'impact, probablement la plus sociétale. Je ne sais pas si vous avez des questions, il nous reste un tout petit 15 minutes, un peu moins, une dizaine de minutes. Si vous avez des questions, c'est vraiment le moment de les poser. À la fin de cet échange, donc si vous n'avez pas de questions, on fera un rapide résumé de cet échange et puis on vous laissera démarrer votre début de soirée. Je ne sais pas s'il y a encore des matchs de tennis à cette heure-là, mais de toute évidence, ils ont jalonné cette journée d'échange. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Vraiment, vous n'hésitez pas, vous utilisez la petite box qui est juste sous l'écran et on sera ravis d'y répondre. Si vous avez des questions plus tard, vous n'hésitez pas non plus à nous les envoyer et nous les transmettrons à Stéphanie si nous ne pouvons pas y répondre directement. Et puis, juste à la fin de cet échange, ne quittez pas complètement quand on aura terminé notre petit mot de fin, parce que on vous enverra un tout petit questionnaire de manière à ce qu'on puisse s'améliorer, que vous nous disiez ce que vous avez pensé de cet échange. Stéphanie, je fais un truc pas sympa, je te laisse le mot de la fin. Surtout, pas, surtout si vous avez des questions ultérieures. Hein, après ça, je sais que on met beaucoup de choses en ce moment sous le mot d'impact. Je vous conseille, juste pour aussi un peu clarifier les choses, il y a une association qui s'appelle European Venture Philanthropy, l'EVPA, qui a sorti une étude l'année dernière qui permet de bien clarifier un peu les acteurs et toute cette chaîne dont je vous parlais, ce continuum de solutions de financement depuis le don jusqu'à l'investissement. Ça a le mérite d'être assez clair, d'être schématisé et voilà. Donc, n'hésitez pas. Je crois que la solution, elle vient aussi dans la rencontre.
la rencontre des bons interlocuteurs et surtout dans un alignement des intérêts de chacun. C'est-à-dire que d'être sûr que vos financeurs, qu'ils soient donateurs ou investisseurs, soient bien alignés par rapport à vos ambitions d'impact. Pour que ce soit cet impact, ces critères d'impact, ce que vous voulez faire, qui soit le critère d'arbitrage final. C'est-à-dire je continue à donner, je continue à investir, ou j'arrête d'investir, ou j'arrête de donner. Il faut que ce soit ça le critère d'arbitrage. Le mot de la fin, parce que ce matin, on lisait une étude qui disait que le critère, le premier critère pour qu'un philanthrope quitte une association, c'est en fait la perte du lien et donc la perte de compréhension de l'appropriation de l'impact de la cause qu'il défend. C'est la même chose pour une entreprise. C'est exactement la même chose. Et donc ce lien, cette compréhension que vous avez de vos investisseurs, comme vous pouvez les avoir, qu'ils soient individus, philanthropes, qu'ils soient entreprises, partenaires, eh bien tout ça, il faut effectivement le renforcer. Et plus la crise est intense, et plus le lien, et plus c'est pas du reporting, hein, c'est au-delà du reporting, c'est vraiment la compréhension de ce qu'il attend et ce que vous pouvez lui apporter en retour. Et donc, à nouveau, et je vous assure, ce n'est pas un jeu, on ne gagnera rien à dire le mot impact une 15e fois dans cet échange, mais l'impact que vous apporterez et les projets et l'ambition que vous apporterez, que vous mettrez sur la table, fera la différence. Ben écoutez, voilà, il est 6, je ne vois pas de questions, donc je ne sais pas si vous êtes muet ou timide, mais en tout cas, on a été nous. Ah, si, il y a une petite question. Alors, Mélina pose la question, pour être sûre de bien comprendre, la venture philanthropie est consacrée au financement du fonctionnement de la structure. Dans l'idéal, oui. Et oui, c'est le but. L'idée, c'est qu'il y a quand même beaucoup de donateurs qui veulent financer des projets. Alors, les fondations, les associations se sont mis à multiplier les projets pour lever de l'argent. Et dès qu'on parle de financement de la structure, les donateurs reculent en disant « mais moi, ça ne m'intéresse pas de payer les gens qui font. Moi, ce que je veux, c'est du projet. Et puis avoir des critères d'impact, mais financer le fonctionnement courant, ça ne m'intéresse pas. » Et beaucoup d'entreprises, de fondations d'entreprises étaient comme ça parce qu'elles-mêmes, il fallait qu'elles justifient avec des critères qui rentraient dans les cases que leur argent servait à faire quelque chose de concret. Donc à créer une école, à créer un nouveau service, mais financer la structure, c'était moins sexy, on va dire. Sauf que sans structure, il n'y a pas de projet. Donc, et c'est la venture philanthropie, elle a été quand même, là aussi, ça vient aussi un peu du monde financier. C'est les principes des fonds de private equity, de capital développement, appliqués à la philanthropie. C'est-à-dire, en gros, je suis là, non pas pour vous donner une fois ou 2 fois sur 2 ans, je suis là pour 3 à 5 ans, je vous accompagne, je vous garantis une somme de X par an, et je vais vous accompagner sur toute votre gouvernance, choix d'orientation stratégique, dans vos recrutements, voilà, je vais vous accompagner sur le temps long. Alors oui, la venture philanthropie s'intéresse aux structures, veulent renforcer les structures, parce qu'elles ont bien compris qu'en renforçant les structures, eh ben, on augmentait l'impact. Et on est toujours au même point. Et des fondations de venture philanthropie pure, et encore une fois, il n'y en a pas énormément en France, beaucoup s'y mettent. Je ne citerai pas l'exemple de la fondation du Baudouin, mais ils ont créé une cellule vraiment dédiée à la venture philanthropie. Il y a quelques fondations en France aussi qui sont présentes. Alors, ce sont plus des fondations dites personnelles. C'est la fondation Bettencourt, c'est Alpha Omega, qui sont des fondations personnelles. Les fondations d'entreprise, il y en a quelques-unes. Il y en a beaucoup qui sont en train de bouger. Et ça, c'est un bon signe parce qu'on va enfin comprendre que pour réaliser des projets qui se tiennent, qui durent dans le temps et qui ont un impact dans le temps, il faut aussi financer les structures. On a le temps de prendre 1 ou 2 questions. Ne soyez pas timide, allez-y. Alors,
Toujours Mélina, effectivement, c'est souvent l'argument 100% du don affecté au projet. Quels arguments présenter? Je dis. Sans structure, il n'y a pas de projet. Non, mais en fait. Mais je pense que c'est également l'impact de la structure. À nouveau, hein, c'est l'impact de la structure sur le projet. Comme tu le dis, sans structure, il n'y a pas de projet. C'est qu'à partir du moment où vous avez une ambition, vous devez avoir un business plan derrière cette ambition. Et c'est pas un gros mot dans les organisations et dans les projets. Il vous faut un business plan. Un business plan va forcément avec une question de structure et d'équipe. Et il faut effectivement y réfléchir de cette façon-là, de manière à ce que les entreprises comprennent bien que sans structure, pas de projet. Mais il faut, comme le disait tout à l'heure Stéphanie, être capable de valider l'importance de la structure telle que vous l'imaginez dans le projet et dans ce portage de projet. Est-ce qu'il y a une petite dernière question avant que nous vous remercions tous pour cette heure avec vous? Pas de questions. J'ai l'impression que non. Alors, il va nous rester à vous remercier 1000 fois d'avoir passé cette fin d'après-midi avec nous. Nous, on était ravis de partager ce sujet avec vous. On espère vous retrouver nombreux bientôt. Bonne soirée à tous. Attendez juste 2 petites minutes pour qu'il y ait le petit questionnaire de satisfaction. Merci de bien vouloir y répondre. C'est important pour nous pour améliorer la qualité de ces échanges et faire en sorte de répondre et de mieux connaître également votre besoin. Et puis, à très très vite et bon Roland-Garros à tous. Au revoir. Merci Stéphanie. À bientôt. Merci. Ciao. Au revoir.